beaucoup le canon hein, dans Jules Verne. Il y en a au moins, il y a de la Terre à la Lune évidemment, puisque le projectile est propulsé par un canon. Il y a les 500 millions de la Bégomme, dans lequel une des deux cités dispose d'un armement terrible. Il y a Sans dessus-dessous, il y a... Qui reprend le Gun Club. Tout à fait, c'est le troisième de la série de la Lune, Sans dessus-dessous. Et c'est celui-là où il essaie de changer l'axe de la Terre en tirant un coup de canon. Alors à propos des 500 millions de la Bégomme, il faut faire attention parce que c'est pas Jules Verne qui l'a écrit en fait. Tout le monde sait ça. Non, c'est Pascal Grousset qui était c'est un personnage que j'utilise dans les airs, qui était en exil, il était ministre des Affaires étrangères, des Affaires extérieures, on disait, de la Commune de Paris, donc il avait été exilé de Paris. Il était en Nouvelle-Calédonie exilé, il s'en est échappé, il s'est réfugié à Londres, et de Londres il a envoyé 2 manuscrits qui sont l'Étoile du Sud et les 500 millions de la Bégomme à Hetzel. Jules Verne avait on fait un peu une digression là, je suis désolé. Hetzel Jules Verne avait un peu un retard de copie parce qu'il devait envoyer 3 ou 4 romans par an à Hetzel, c'était dans le contrat. Et donc Hetzel lui dit tiens, regarde, on m'a envoyé ça, tu peux pas le retravailler un petit peu donc c'est intéressant parce que justement il y a des choses dans les 500 millions de la Bégomme en particulier sur les machines. Sur l'utopie machinique, la ville Stahlstadt, qui est une utopie machinique, elle n'est pas de Jules Verne, je pense que c'est pas un hasard si elle n'est pas de Jules Verne aussi. Alors, par contre, est-ce qu'il n'y a pas d'automates dans Jules Verne? Les machines anthropomorphes, mon souvenir, il n'y en a pas? Non, de mémoire, j'ai pas l'impression. Pour finir sur Pascal Grousset, Alain Grousset, que vous connaissez certainement comme auteur jeunesse, c'est un arrière-grand-oncle que le Pascal Grousset de l'époque, qui était aussi un agitateur un petit peu sociologique, si on veut, social, et qui a aussi fait de la prison. Alors ça permet peut-être aussi d'aborder le côté social des machines chez Verne. Est-ce qu'il avait conscience de certains des problèmes ou de la manière dont on pouvait utiliser ces machines-là? Parce que bon, il y a une science merveilleuse, mais bon... Peut-être pas au début, mais à la fin, parce que donc les 500 millions de la Bégomme, c'est pas l'utopie vernienne, c'est pas là qu'il développe son utopie, c'est dans l'île à Hélice qu'il développe son utopie qui est atteint. Donc l'île à Hélice, c'est une ville, on la voit de temps en temps, elle est très grande, hein, c'est une île propulsée par des hélices, mais c'est une grande île qui se déplace donc, à travers le globe et qui est réservée aux milliardaires. Je crois que la cité qui est sur l'île à Hélice s'appelle Milliard City, si je me souviens bien. Et donc c'est une île qui est réservée, donc c'est une espèce d'utopie technologique, tout est parfaitement géré par la technologie, ils ont des moyens de communication, ils peuvent, si je me souviens bien, ils ont accès aux pièces de théâtre qui sont données dans les villes extérieures en étant dans dans cet internet dans une certaine mesure. Donc c'est un paradis idyllique technologique et financier, je pense que les deux sont importants et ça se termine très mal. L'île à Hélice se disloque, on la voit de temps en temps dans les images, hein. L'île à Hélice se disloque et donc je pense que sur la fin de sa vie, oui, il a dû avoir une prise de conscience que le progrès qu'il a massivement utilisé dans tous ses premiers romans était peut-être pas dénué de conséquences néfastes. Alors, après, il faudrait lui demander. Avec une tablette Ouija. Voilà, bon, donc il n'a pas vraiment imaginé peut-être le détournement de l'objet à d'autres fins. Je sais pas, il y a des exemples plus précis. Bon, mis à part Robur le Conquérant, par exemple, se sert quand même de son engin pour semer la terreur. Ses vaisseaux s'appellent l'Épouvante. Quelqu'un peut parler de la série de Robur? Bah moi j'ai beaucoup aimé Robur, mais pour la machine justement. C'est celui qui a l'Albatros, c'est ça? Oui. Hein, puis l'Épouvante. Et j'ai pas pu d'abord l'Albatros, puis l'Épouvante. Et j'ai pas pu m'empêcher, je continue à piquer des machines à Jules Verne, parce que dans mon premier bouquin que j'avais sorti de SF qui s'appelait Cinédéis, j'avais fait intervenir Nemo et son Nautilus. Dans un de mes bouquins préférés, c'est quand même des assassins, j'ai l'Albatros comme véhicule. Voilà, ça fait partie de mon socle imaginaire. Je peux pas, il y aura toujours des machines, la présence de Jules Verne en grand-père dans les bouquins. Il sème la terreur, et donc il y en a deux, hein. Il y a Robur le Conquérant et l'autre doit s'appeler Maître du Monde. Maître du Monde, merci, ça s'appelle pas l'Épouvante, où il reprend le personnage de Robur le Conquérant avec un nouveau véhicule,
Et il est encore plus sombre, et alors il a écrit beaucoup plus tard, Maître du Monde, il est encore plus sombre, donc ça participe peut-être du même principe que la technologie devient de plus en plus dangereuse. Alors ce qui est curieux, c'est que ces instruments de voyage soit servent à l'exploration, c'est le véhicule, disons, du savant. Je t'interromps juste, l'épouvante, on le voit là, sur les écrans. Oui, effectivement. Oui, on peut les commenter peut-être au moment où ça passe. Mais il y a aussi un effet de gigantisme. On entend souvent parler de la ville flottante, donc il avait déjà imaginé de très grands paquebots. Il y avait, c'était quoi, un village dans les airs, donc des dirigeables géants. À chaque fois, on essaye de transporter un grand nombre de personnes, ce qui était complètement étonnant pour l'époque. Alors sur le gigantisme, parlant de la ville flottante, j'ai une anecdote qui est assez marrante. Donc ça c'est vraiment inspiré du navire dont je parlais tout à l'heure, le Léviathan, qui a existé, qui était le plus grand navire au monde à l'époque, dans les années 1850-60. Et Jules Verne a fait le voyage de l'Angleterre aux États-Unis à bord. Et il a écrit d'ailleurs, on a retrouvé ses notes, il a survécu une tempête, etc. Et un petit aparté fantastique, c'était un navire maudit. Parce que dès sa construction, il y a eu des banqueroutes, des accidents, des morts. C'est ça. Et ils ont eu beaucoup de mal à le lancer, une chaudière a explosé, il a failli sombrer 3 fois. Donc au bout de 5-6 ans d'exploitation, il était revendu en Angleterre à un entrepreneur de spectacle, transformé en ponton de fête foraine, puis vendu au poids du métal, parce que c'était une double coque en métal. Et les marins, ils ont toujours une raison pour expliquer le côté navire maudit. Alors soit c'est la femme qui est montée à bord en premier, soit il y a une histoire de fantôme. Là, c'était une histoire de fantôme. Il se racontait qu'à la construction, des ouvriers avaient été piégés emmurés vivants entre les deux coques en métal, et c'était ce pourquoi ce navire avait vécu tant de vicissitudes. Et quand il a été démonté et revendu au prix du poids du métal, ils ont retrouvé 2 cadavres de types qui avaient été, c'était vrai, qui avaient été piégés vivants dans la construction. Pour revenir sur l'aspect gigantesque, c'est vrai, c'est de ne pas avoir une approche individuelle de la machine, mais tout de suite penser à l'espace public, à des solutions collectives. Si on rejoint ça à ce qu'on évoquait précédemment, c'est-à-dire un peu l'émerveillement naïf de la technologie de Jules Verne, on a finalement la position, alors je caricature un peu, mais du scientifique bienveillant. Il pense vraiment que sa technologie, elle va être faite pour le bien commun, dans un but de recherche, c'est faire évoluer la machine, sans penser qu'effectivement, dans la réalité, malheureusement, c'est vite détourné, ça me fait penser au parallèle de certains projets architecturaux monumentaux qu'on a connus sur la fin du XXe, où on se disait, voilà, on fait des choses gigantesques pour un bien public, pour y avoir un meilleur monde en collectivité, alors que ça fut tout autre. Je vais apporter un contrepoint à ça, parce que je ne suis pas sûr que le gigantisme soit une constante dans la maison à vapeur qu'on voit là, elle n'est pas très grande. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement récurrent dans la vie de Jules Verne. Il y a certaines œuvres sur lesquelles clairement c'est la question qui est. Mais il y a aussi la question du véhicule relativement autonome, comme l'épouvante, comme la maison à vapeur, qui par essence, si on veut qu'il voyage assez loin, est relativement petit. Et donc tu parlais du village aérien, et en fait il n'y a pas du tout de dirigeable dans le village aérien. Quand on a écrit nous dans notre ouvrage sur Jules Verne, on imagine justement une grande ville de dirigeables reliés dans laquelle on fait évoluer Jules Verne. Et précisément c'est une piste qui n'a pas beaucoup évolué, ces véhicules aériens étaient petits. Ce qui était réaliste, encore une fois, c'est sans doute une volonté de réalisme par rapport à ce qui était plausible à l'époque. Alors le village aérien, c'est un village qui est dans les arbres, il n'y a pas une seule machine dedans. Et alors, justement, pour poser la question du réalisme, il essaie d'expliquer comment fonctionnent ces engins. Alors, tout le monde admire évidemment la fusée lunaire, puisque les calculs qui ont été réalisés sont exacts. Par contre, sur la technologie elle-même, c'est une technologie qui reste visible, mais qui parfois suscite quelques commentaires. Alors, on peut reprendre le cas de l'Albatros. J'ai une description. C'est lui là, l'Albatros. Le voilà, oui. La carlingue de l'aéronef est faite de papier sans colle, dont les feuilles sont imprégnées de dextrine et d'amidon, puis serrées à la presse hydraulique, ce qui donne une matière dure comme l'acier et très légère. Bon, là, c'est peut-être un petit peu fantaisiste. D'un autre côté, je crois que c'est surtout l'art de l'ingénieur que Jules Verne nous présente.
c'est un peu la Tour Eiffel, voilà. Donc on a un aspect très brut, on voit la technologie, on voit les boulons, et à l'inverse, l'intérieur est complètement différent. Alors, comment on pourrait expliquer ça? Sur l'art de l'ingénieur, je dirais que c'est, je sais pas, quand on regarde juste l'aspect fictionnel, moi je rentre pas dans la hard science, j'ai jamais été bon pour ça, mais le côté féerique et imaginatif des sciences de l'ingénieur de l'époque, on peut les regarder dans les vieilles revues dont s'inspirait Jules Verne, une notamment qui s'appelle La Nature, où il y avait une flopée de propositions d'ingénieurs, parfois complètement loufoques, mais totalement dans l'esprit vernien. Je me souviens d'un article comme ça, j'ai plus le nom de l'ingénieur en tête, qui proposait alors pour voyager de manière immobile, alors, apparemment, parce que j'ai compris, il y avait plusieurs couches atmosphériques d'après ce qu'on savait de l'atmosphère, et au-dessus, entre l'espace et l'atmosphère terrestre, on mettait les terres, qui pour les ingénieurs de l'époque étaient une sorte de gaz inerte. Donc le type a imaginé une espèce de rail qui faisait le tour de la circonférence terrestre. Il suffisait d'accrocher des aéronefs captifs, les faire monter jusqu'à l'éther, et le mouvement même de la planète faisait qu'on voyageait.